On n'oubliera pas de sitôt ce qui s'est produit le 29 janvier 2017. Un homme est entré dans la grande mosquée de Québec et a ouvert le feu. Ça ne pouvait faire autrement que de laisser de profondes cicatrices dans la société. Aujourd'hui, à notre émission, deux remarquables philosophes, Éric-Emmanuel Schmitt et Frédéric Lenoir, font écho à ce que nous avons vécu. Les Canadiens, vous arrêtez pas de vous demander pourquoi c'est arrivé ici. Je crois qu'il faut arrêter de vous poser la question parce que je suis pas sûr qu'il y ait une explication. Et je crois effectivement que dans le terrorisme et dans ce basculement, dans cette espèce de folie meurtrière, il y a un phénomène individuel qui est essentiel. À peu près au même moment que j'ai connu M. Ibrahim. Éric-Emmanuel Schmitt a écrit et même interprété sur scène Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Frédéric Lenoir, lui, est un expert parmi les experts dans le domaine des religions et de la spiritualité. Point de départ de notre rencontre, la tragédie de Québec. Donc il faut qu'on arrive à vivre dans l'incertain, vous voyez. C'est ce que refusent justement tous les terroristes qui veulent tellement le certain qu'ils tuent tout ce qui ne ressemble pas à leur certitude. C'est tout un hasard. Ils étaient tous les deux de passage à Montréal. Et même s'ils se connaissent depuis des années, c'est la première fois qu'ils étaient réunis sur un même plateau de télévision. Voici Éric-Emmanuel Schmitt et Frédéric Lenoir. Monsieur Ibrahim, comment allez-vous? Éric-Emmanuel et Frédéric se connaissent depuis un bon moment et c'est avec enthousiasme qu'ils ont répondu à notre invitation pour faire écho à l'attentat de Québec. Ça grimpe. Mais d'où ça vient, cette espèce de maladie, de la haine, de la peur de l'autre? Est-ce que vous avez une idée? Il y a des prêcheurs de haine aujourd'hui. Je pense que le président des États-Unis, par exemple, est un vrai prêcheur de haine. Mais c'est pas lui qui a inventé la haine. Il a été porté par tous ceux qui ont voté pour lui. Non, je crois que chaque époque a une épreuve. Et l'épreuve d'aujourd'hui, c'est la mondialisation. C'est le fait que, grâce à l'Internet, aux médias, le monde est un peu devenu un village. Et que ça effraie certains, parce que pour eux, certains ont besoin de murs et de frontières. Ils ne sont rassurés qu'avec des murs et des frontières. Ça enthousiasme d'autres. En tout cas, c'est un changement pour tous. Et je crois que cette haine, c'est une façon totalement primaire de répondre au monde qui devient de plus en plus complexe. Ce qui a fait la force d'Homo sapiens dans l'histoire de l'humanité, et c'est peut-être pour ça qu'on est devenu ce qu'on est devenu, c'est le fait d'avoir un imaginaire religieux. L'être humain est le seul qui est capable de construire sa vie à partir de quelque chose dont on ne sait pas si ça existe ou pas. Et du coup, ça crée du lien social bien au-delà de la rencontre des individus, de la connaissance des individus. Et aujourd'hui, dans la globalisation, où il y a une confrontation de toutes ces civilisations à travers, encore une fois, des imaginaires très différents, des modes de vie très différents, des croyances très différentes, le religieux revient comme ce sur quoi on s'appuie contre les autres, parce qu'on a peur des autres. Oui, le propre de notre époque, c'est, comme le dit Frédéric, c'est que c'est le religieux, mais au pluriel. Et c'est ça qui fait peur. Et Frédéric est forcément d'accord avec moi, vu ce qu'il a écrit. Vraiment, qu'on connaisse les cultures religieuses, les différentes religions. Parce que qu'est-ce que ça nous apprendrait à l'issue de tout ça? Quelque chose de profondément philosophique. C'est-à-dire que toutes ces connaissances sont incertaines. Aucune religion n'est vraie. Au sens où 2 et 2 font 4, c'est vrai. 2 et 2 font 4, c'est une notion que je peux vous transmettre. Par contre, je ne peux pas vous transmettre mes convictions religieuses, et j'en ai. Donc, la religion ne relève pas de la vérité. La religion, ça relève d'une option, d'un saut, d'un choix du cœur, d'une adoption de valeurs. Eh bien, il faut arriver et apprendre à vivre dans un monde où tout n'est pas certain. Au fond, se rendre compte que sur les questions essentielles, on n'a jamais de réponse définitive. Je pense que c'est pas la religion le problème. C'est vraiment un regard qu'on porte sur soi et sur les autres, sur la pensée, qui nous permet effectivement d'accepter la diversité. Puis, au-delà de ça, et je suis entièrement d'accord, ça me paraît le problème essentiel. Je pense qu'il y a aussi la question des émotions. Et il y a un
philosophe que j'aime énormément, qui s'appelle Spinoza, qui a vécu au XVIIe siècle. Et c'est très intéressant, parce que Spinoza, c'est d'une certaine manière le pionnier de la pensée politique moderne. Il est le premier à nous dire, un siècle avant Voltaire, Kant et Locke, il nous dit déjà, pour qu'un État fonctionne, qu'un vivre ensemble fonctionne, il faut séparer le politique du religieux, il faut un État de droit qui permette la liberté de conscience et d'expression des individus. Donc c'est un prophète, on va dire, de la modernité politique. Mais il nous dit dans un autre livre, l'éthique, ça ne suffit pas. Ce qui seront ensuite les démocraties modernes ne fonctionneront pas si les individus ne font pas un travail sur eux-mêmes pour éliminer leurs passions tristes. Tant qu'il y aura de la peur, de la colère, de la haine, du ressentiment, de la jalousie, de l'envie, etc., le monde ne fonctionnera pas bien. Pourquoi Trump a été élu? Il a été élu par la peur et par la colère. Des gens qui ne gèrent pas leurs émotions, des gens qui ne réfléchissent pas sur leurs émotions. Et Hitler a été élu démocratiquement, par le ressentiment des Allemands. Et donc, tant qu'il y aura des passions tristes dans le cœur humain, il y aura toujours de la haine, il y aura toujours de la violence. Et donc, il faut aussi faire un travail sur soi pour essayer de se transformer, de s'améliorer, tant dans sa pensée que dans ses émotions. Vous avez en France Marine Le Pen, le Front National, et puis vous avez aux Pays-Bas, pays de la tolérance par excellence, aussi un personnage qui bouscule tout sur l'échiquier politique, s'appelle Wilders, c'est de l'extrême droite. Mais on dirait qu'ils apparaissent partout, ces gens-là, tout à coup. Oui, mais le combat pour la tolérance, on ne le gagne jamais. On ne le mène pas pour le gagner. Mais c'est déprimant, ça. Mais ça finira pas par une victoire. La raison, ce qui fait la beauté de ce combat, c'est la raison de le faire. C'est pas la victoire possible. On ne cessera jamais de lutter contre la bêtise. Soi-même, on lutte contre sa propre bêtise, contre son égoïsme. Je veux dire, c'est un combat sans fin. Et en plus, on peut se comporter bien pendant des années et des années. Et en une seconde, on détruit tout ce qu'on a fait. Je veux dire, il ne faut pas s'étonner de ne pas éradiquer ce qui fait la condition humaine. Oui, puis je crois en même temps qu'on vit un phénomène un peu réactionnel. C'est-à-dire qu'actuellement, tu as tout à fait raison, il y a effectivement un moment où on voit des replis très forts, des montées d'extrême droite, etc. Mais si on regarde l'histoire longue... Oui. Et ça, on a une autre vision dès qu'on regarde l'histoire longue. On s'aperçoit qu'il y a globalement un progrès d'un certain nombre de choses fondamentales. Comme tu le disais, il y a quand même globalement un progrès de la tolérance, de l'acceptation de l'autre. On peut dire que dans plein de domaines, le monde a évolué, le monde est meilleur aujourd'hui, il fait peut-être mieux vivre aujourd'hui. Maintenant, on vit un phénomène, comme on l'a dit tout à l'heure, de choc des cultures, de globalisation du monde extrêmement rapide qui crée des phénomènes de retour en arrière. C'est-à-dire de gens qui ont peur des autres, de gens qui se replient, de gens qui sont dans l'intégrisme, dans l'extrême droite, etc. Mais je pense que c'est un phénomène passager. Et la clé de tout, c'est l'éducation. Et c'est pour ça que moi, je me passionne actuellement pour essayer de développer des ateliers de philosophie avec les enfants dès l'école primaire. Je vous ai entendu dire quelque chose. Je pense que c'est vous qui disiez ça. Donnez-moi une génération et on va changer les choses. Oui, c'est-à-dire, je disais... Si c'est joyeux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et moi, je me dis que si tous les enfants du monde, dans toutes les écoles, entre 6 ans et 10 ans, à l'école primaire, faisaient des ateliers de philosophie et de méditation, ce qu'on essaie de proposer, des ateliers de philosophie et de méditation, le monde changerait en une génération.